Salut les crinqués. Elles se produisent au moment où on s'y attend le moins. Elles se produisent au moment où on l'espère le plus. Elles se produisent parfois comme si elles étaient des génériques à l'intérieur de l'émission. Et lorsqu'elles arrivent, on sait que le cours de l'action est sur le point de changer, que tout pivote et que le vent tourne. C'est l'épisode 181 et nous parlons de transformation. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Red the Gamer, ça te tente pas de te transformer en animateur? Non, j'en ai un ami qui s'appelle The Animator. Oui, c'est bon. correct. Joël Imaginatrix Rivard, salut. Salut! Et salut Red the Gamer. Salut The Animator, salut les crinqués. Marc de Paperman Gagnon, absent aujourd'hui. Effectivement. Mais juste pour mettre ça en contexte, c'est la fin des classes Mhm. et sa fille termine le primaire. Oui, C'est c'est une étape. Oui, ben en plus, c'est la plus vieille. Là. Mhm. Fait que c'est la première fois que Papa Marc vit une fin de primaire. Ouais, c'est pas la première fois qu'il parle de Mathieu non plus. Non, absolument pas. Là, mais le premier, c'est le premier. Oui. Ça va être le fun quand ça va être le deuxième aussi. Là. Ouais. Mais bonne soirée à Marc de Paperman Gagnon. Bon passage au secondaire en septembre. Vous le savez pas parce que vous écoutez, Excusez-nous pour le fou rire, là. vous écoutez l'enregistrement, mais ça fait 4 fois qu'on recommence le podcast. Ben, pas complet. Non, L'intro. l'intro, parce que c'est pas la bonne trame. Mais là, c'est correct. Ah, on est parti. On parle de transformation aujourd'hui pour l'épisode 181. Ça va probablement être un petit podcast court, mais pour un événement, un élément important de la culture pop, Mhm. parce que des transformations, on en a tous vu. À répétition parfois, parce que comme je le disais tantôt, parfois c'est un générique à l'intérieur même de l'émission, tellement la séquence est semblable de semaine en semaine. Mais c'est vrai que c'est le moment où tu te dis « Ah là, par exemple. » Là, Ok. c'est vrai. Moi, le plus loin que je recule dans le temps, c'est les cannes d'épinards de Popeye. Là. Ah oui. OK? Il peut se passer n'importe quoi. Tu sais que Popeye, il peut pas s'en sortir, mais la canne d'épinards. Ouais. Voilà. Il y a Popeye avant et Popeye après. Et très souvent, Brutus avant et Brutus après aussi. Parce qu'il en mange toute une d'habitude. Ouais, d'habitude. Donc, oui, il y a toutes sortes de transformations, mais c'est toujours un événement important dans l'histoire. Toi, Joël, si on dit transformation, à quoi tu penses? Je te dirais que plus tôt en journée, je ne pensais pas à grand-chose. Ben, en fait, On sait. j'avais des idées, mais beaucoup de difficultés à mettre ça dans un tout cohérent. En fait, j'aurais pu parler de la transformation directement abordée comme thématique, par exemple, dans les récits et tout, mais je me suis demandé comment est-ce que la transformation ou les transformations peuvent s'effectuer dans une œuvre ou plutôt peuvent l'affecter, cette œuvre-là. Et j'ai décelé comme 2 niveaux à ça. Le premier niveau, c'est au niveau de la transformation du personnage en tant que tel. Pourquoi c'est important? Parce que ça ajoute de l'intérêt pour le public qui va bénéficier de l'œuvre en question. Et surtout, ça va la rendre plus vivante, plus concrète, plus réaliste. Je donne quelques exemples comme ça. Évidemment, il y a Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, qui, au début de l'histoire, est pas dans le même état dans lequel il va terminer à la fin de l'histoire. Il en ressort complètement changé. Puis lui, c'est pas tant... lui, ce qui est intéressant, c'est pas tant au niveau des événements qui vont le changer que de l'influence que l'anneau a sur lui. OK. Fait que c'est vraiment un changement qui s'opère de par l'intérieur.
puis il subit ça un peu, si on veut, malgré lui. Puis c'est vraiment dans les derniers événements là, avant la chute de la tour que ça va tourner pour lui, qu'il Mais va avoir sa Je transformation. pense que sa première vraie transformation qu'il y a eu, Frodon, c'est au Mont Brumeux. Au Mont Brumeux. Quand il s'est fait poignarder, là. Au Top, ouais. Ouais, je pense que c'est là, on pourrait dire, sa première transformation. Parce que, genre, Effectivement, c'est une blessure qui l'a transformé. C'est ça, parce que partir de la comté pour un hobbit, oui, OK, c'est une chose. Grosse chose. Mais ils partent toute la gang, puis, tu sais, mais rendu là, il y a quelque chose qui se passe, ils se rendent compte du danger qui est vraiment là, inhérent. C'est le point de bascule, en effet. Ouais. Il y a aussi le personnage de Yannick Bérubé dans 51-50 rue des Ormes de Patrick Sénécal, qui, lui, est séquestré et à la fin, il bascule complètement. On le voit, il fait son journal tout le long, il essaye de garder son état d'esprit, si on veut, il essaye de passer au travers de tout ça. Puis, à la fin, c'est vraiment la dernière partie d'échec qui ne se termine pas, qui va le faire basculer, puis il va finir interné par la suite. Sinon, ben, il y a tout ce qui est au niveau de H.P. Lovecraft. Fait que là, on parle tout des personnages qui sont rationnels, qui sont instruits et qui, à cause d'un événement fantastique, horrifique, vont basculer vers la folie. Oui. Ben, souvent, c'est trop de curiosité. Ben, souvent, c'est trop de curiosité. Ouais. Mais est-ce que je me trompe? Mais dans Lovecraft, c'est pas graduel, les transformations. Oui. Oui, exactement. C'est insidieux. Ouais. OK. Moi, je pensais que ça dépend. tout d'un coup, quand il comprenait le punch, il capotait. Oui. Ça arrive aussi. Mais ça peut être graduel aussi. Oui, ben, si je pense à la couleur tombée du ciel, oui, c'est vrai que c'est graduel. Pour mettre une parenthèse là-dessus, dans le fond, comment est-ce que ça va arriver? Là? Parce qu'on l'explique comme il faut en jeu. Je voulais vous en parler tantôt, mais je peux vous en parler là, puis on va le faire là. Dans le fond, ce qui se passe là, dans l'appel de Cthulhu, c'est que, mettons, on va y aller en termes de gamer. T'as de la sanité mentale. T'as un pourcentage de sanité mentale. Chaque fois que tu vas avoir des points, mettons, de 1 à 100, OK, ta sanité mentale est top shape rendue à 100, mettons. Bon. À chaque fois que tu vas te prendre un point de connaissance du mythe, de Cthulhu, ben, tu vas descendre à 99 ton maximum. Et ainsi de suite. À un moment donné, OK, le maximum descend. C'est ça. Ton maximum, tu reviendras jamais à 100. Tu reviendras jamais. Plus que tu en connais, moins que tu vas revenir avec une sanité complète. Ceci dit, ça veut pas dire que parce que tu en connais, ça veut pas dire que tu vas nécessairement sombrer dans la folie après à 99. C'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, il va arriver un événement et là, ton cerveau va faire « D'accord, je déconnecte ». C'est comme un breaker que tu lui demandes tu sais, tu vas lui donner de l'usure, puis de l'usure, puis de l'usure. Puis à un moment donné, le disjoncteur, lui, il fait « OK, là, je débarque ». Mais il y a des chances qu'il débarque puis qu'il est remettable. OK. Fait que oui, tu peux te ramasser genre dans un asile ou dans une place de repos, de quoi comme ça, ou tu peux juste prendre un break, ça dépend de l'événement qu'il y a eu. Tu peux juste prendre un break, puis ton cerveau, te calmer tes émotions, puis te convaincre que tout ça, c'était rien qu'un rêve, ou tu t'as trop imaginé, puis ça peut être... tu vas te trouver une raison. Puis ton cerveau va essayer de t'aider à te trouver une raison. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le breaker, il s'en remet plus à on. Le breaker va avoir pété. Là. Puis là, ben, quand il pète, ben là, oublie ça, là, t'es devenu fou, ou t'es devenu une créature du mythe ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, la transformation physique va arriver en même temps, puis ainsi de suite. Ça veut pas dire non plus que ta transformation physique peut pas arriver pendant que tu es conscient encore. Ça pourrait arriver aussi. Ça peut être un breaker qui saute ou ça peut être une fusible qui saute. Oui, c'est ça. C'est ça. La différence entre les deux, il y en a un qui est pas irréversible. C'est ça.
Je vous donne d'autres exemples pour poursuivre au niveau de comment que les personnages sont transformés. L'exemple suivant est quand même assez intéressant parce que non seulement, évidemment, on observe la transformation des personnages, mais ça fait aussi un peu partie des thématiques de l'histoire. C'est le château de Hurle qui a été adapté en film d'animation par le château ambulant. Château de Hurle de Diana Wynne-Jones. Et là, c'est intéressant parce que oui, Sophie, le personnage principal, est transformée en vieille femme dès le début de l'histoire, mais on va suivre beaucoup sa transformation à elle, c'est qu'elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques sans s'en rendre compte. Mais on suit aussi la transformation du magicien Hurle, qui lui, au début de l'histoire, est reconnu pour être un magicien sans cœur et graduellement, au contact de Sophie, va retrouver son cœur un peu, si on veut. Puis ça va vraiment paraître littéralement à la fin, c'est vraiment son cœur qui va prendre et se le réinsérer dans sa poitrine. Puis il y a beaucoup de transformations physiques aussi, selon les émotions du personnage qu'on va voir à travers l'histoire. Fait, on joue vraiment sur la thématique, mais on la fait refléter aussi là, dans le parcours et dans l'évolution des personnages. Fait que si jamais vous voulez écrire sur l'évolution d'un personnage, sur sa transformation, ben comme n'importe quelle autre histoire, comme n'importe quel autre aspect d'une œuvre qu'on essaye de créer, la base, c'est vraiment de se questionner sur quelle est la situation initiale du personnage, puis dans quel état le personnage va sortir de cette histoire-là. Il y en a qui écrivent sans vraiment le savoir, puis des fois, ça amène dans des trucs un peu labyrinthes, si on veut, là, un peu perdus. Mais quand tu sais vraiment ton point de départ puis ton point d'arrivée, mais là, après ça, tu peux aller mettre en place tous les événements qui vont le conduire à cet état final-là, puis qui vont assurer une transformation qui est bien réussie puis qui va mettre beaucoup d'intérêt là, dans ton truc. Sinon, ben, le deuxième niveau, lui, j'ai décidé d'aborder plus au niveau de la transformation du créateur en tant que tel, la transformation de l'auteur, de l'artiste. D'abord, en tant que personne, parce qu'on le sait que les expériences qu'on vit dans la vie, ça nous change, ça nous transforme. Puis, veut pas, quand on fait de l'art, c'est éventuellement qu'est-ce qui va influencer notre travail. Fait que oui, les changements puis la transformation que l'artiste subit en tant que personne va beaucoup, beaucoup influencer son œuvre, mais il y a aussi dans sa façon de travailler qu'on peut subir une transformation. Puis ça, je trouve ça un peu intéressant parce que au début, quand on commence à créer, quand on pogne un buzz sur quelque chose puis on veut se mettre à faire ça, le premier réflexe qu'on va avoir, ça va souvent être de recréer qu'est-ce qu'on aime. On va essayer d'y ajouter notre petite touche, mais on trouve ça flou un peu aussi comme concept de comment être original là-dedans, comment se démarquer, comment mettre notre touche, dur, justement. C'est ça, c'est dans les débuts, quand on commence à créer, c'est très dur à se définir par rapport à ça. Fait qu'ensuite de ça, ben, il y a l'expérience qui vient. Puis là, on va chercher à se perfectionner, à devenir meilleur. On va, par exemple, aller apprendre les codes du genre dans lequel on travaille. On va aller apprendre les techniques. On va consommer plein de vidéos sur tel point précis, sur tel aspect de notre travail précis pour essayer d'apprendre. Et es-tu en train de parler de toi, là? Ben, ça suit pas mal mon parcours, je te dirais. Ben, mais elle parle de ça, puis je me reconnais c'est ça. aussi. Mais tu parles en connaissance de cause. Oui, mais puis... je peux dire qu'elle est target pas mal. Puis, tu sais, je suis sur beaucoup de groupes aussi, d'auteurs, de créateurs. J'écoute beaucoup de vlogs. Puis ces points-là, ils se reflètent vraiment beaucoup là, dans le processus des créateurs, des artistes et tout. Puis même que dans la formation d'écriture que j'ai faite récemment, il y avait dans les travaux préparatoires qu'on devait lire un extrait d'une bande dessinée. L'auteur, c'est MacLeod, ça s'appelle L'art invisible. Puis lui, MacLeod, il dit qu'il y a comme 6 niveaux à l'art.
Puis ça se transcrit aussi là, dans qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Là. Fait que, tu sais, il y a le 6e niveau qui est l'apparence, où est-ce que les gens qui commencent vont commencer à essayer de reproduire justement Mhm. qu'est-ce qu'ils trouvent beau, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis là, après ça, on décortique les couches de l'art jusqu'à temps qu'on arrive comme à l'idée de base, là, qu'est-ce qu'on veut vraiment présenter. Puis c'est là que ça m'amène à la dernière étape là, un peu du processus où l'auteur, le créateur va vraiment subir une transformation. Puis là-dessus, je vais citer Neil Gaiman parce que dans sa masterclass, dans un extrait que j'ai pu écouter sur YouTube, il parlait de qu'est-ce qui avait fait en sorte qu'il soit capable de publier ses écrits. Parce qu'avant ça, il écrivait plein d'histoires, il les soumettait à des éditeurs, c'était jamais accepté, il se demandait pourquoi. Fait que là, il a passé à l'étape d'essayer d'apprendre la technique, de se perfectionner. Ouais. Il a suivi des classes. Et puis là, c'est là qu'il a découvert qu'il manquait quelque chose. Puis il dit que si il n'était pas capable de publier ou de faire découvrir ses histoires, c'était parce qu'il n'était pas vraiment honnête dans ses histoires. Même si dans la fiction, on s'entend que la fiction, ça se base un peu sur une série de mensonges qu'on apprend à faire accepter au lecteur. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il n'était pas encore prêt à dire quoi que ce soit de vrai à propos de qui il était. Fait que c'est là qu'on rentre dans l'aspect plus personnel de la chose. Ouais, c'est là ce que je qu'on pensais pour change dire, de niveau. Mhm. C'est que qu'est-ce qui va faire que ton histoire ou ton œuvre va vraiment se démarquer si tu veux passer à un autre niveau? Évidemment, ça prend une intention derrière. L'idée, c'est pas de faire passer un message ou de faire passer une morale, c'est juste de dire qu'est-ce que je veux personnellement partager dans cette histoire-là. Fait qu'il y a une intention en arrière de ça, puis c'est d'aller chercher ton jardin secret un petit peu, puis de le diluer dans ton histoire. Fait qu'on dit souvent... Ouais, pas de se livrer au complet, là. Pas de se livrer au complet. Là, on parle pas d'écrire une biographie ou une biofiction. On parle vraiment juste de teinter l'histoire ou de teinter le produit avec ta personnalité, avec tes expériences. Write what you know. Il y en a qui disent ça, là, écrivez qu'est-ce que vous connaissez. Écrire qu'est-ce que tu connais, ça ne veut pas dire de justement écrire un journal intime ou livrer ta vie ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire d'écrire qu'est-ce que tu as observé autour de toi, d'écrire qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as vécu. Puis ça fait toute la différence dans une histoire. Puis Neil Gaiman, il dit, c'est à partir du moment que j'ai mis ce conseil-là en application que j'ai commencé à publier des textes. OK. Fait que c'est quand même intéressant parce que quand je regarde souvent les grands écrivains connus comme Neil Gaiman, comme Patrick Sénécal, Stephen King, je me demande un peu c'est quoi la transformation qu'ils ont subie dans leur parcours. Mais parce que souvent, je trouve que la première œuvre est tout le temps très marquante d'un auteur comme ça. Puis c'est un peu la raison pour laquelle ils sont devenus des grands auteurs. Souvent, ça se base sur la première œuvre. Ça a été publié par un éditeur, ça a été probablement retravaillé aussi avec un éditeur. Fait que c'est normal qu'on soit très impressionné, puis qu'après ça, les autres œuvres qui suivent, il va en avoir des bonnes, il va en avoir des moins bonnes, mais ça fait pas une courbe exponentielle comme on s'attendrait que l'expérience peut amener. Non, d'après moi, il y a des paliers. Mais la raison à ça, là, c'est que... non, même pas. OK. La raison à ça, c'est qu'on n'a pas vu tout le travail qu'il y avait avant cette fameuse première publication-là. OK, oui. Tu sais, l'expérience, elle s'est formée avant, le travail, il s'est fait en amont. On voit pas toute la face cachée ouais, ben c'est ça. J'avais dans ma tête, le processus, il est en palier. En tout cas, dans mon cas, à moi, tu sais, pour, je vais dire, mettons, sur la peinture, moi, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de transformations avec le fil du temps, tout ça, puis j'en avais fait déjà dans la peinture, j'avais lâché ça. Puis quand j'ai repris, ça a pris 2 figurines, mettons, puis j'ai été revenu où ce que j'étais quand j'avais lâché ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai été voir d'autres techniques qu'il y avait, puis essayer de parfaire un peu ma technique à moi, jusqu'à ce que je me rende compte que, là, à un moment donné, j'ai comme compris un point. Fait que là, j'ai fait comme « Ah, c'est ça! » Puis là, je laissais, je l'ai réussi. Fait que
quand tu l'as réussi, c'est là que tu montes ton palier. Mhm. Puis là, ben, tu parfais ce palier-là. Fait que là, tu montes tranquillement, jusqu'à un moment donné que tu en ramasses un autre. Tu montes une coche. Je sais pas si c'est comme ça un peu dans l'écriture. Oui, c'est sûr qu'il y a des étapes qu'on franchit, il y a des niveaux. Avec des techniques, genre, j'imagine. Pas là. oui, il y a les techniques, mais Ariane Gélina, elle disait un truc vraiment intéressant par rapport à ça à Boréal l'année dernière. Il parlait de donner des conseils aux auteurs, puis elle disait des fois, là, il y a des conseils que l'auteur n'est pas prêt à recevoir Ouais. à ce moment-là. Ouais. Tu sais, il n'est pas rendu là. Fait que c'est ça. On a des... Au niveau de notre esprit, il y a des trucs, des portes qu'il faut qu'on ouvre pour pouvoir passer justement d'une étape à l'autre dans notre processus créatif. Ben, de toute façon, tout ce que tu apprends, tu y retournes puis tu le relis pas de la même manière. Exactement, c'est ça. Il y a tout le temps, ben ça, c'est basé exactement sur notre expérience, sur Mhm. l'évolution qu'on fait dans la vie. Mais pourtant, c'est le même texte que tu as lu la première fois. C'est le là. même texte, mais tu le regardes pas avec les mêmes Mhm. yeux. Puis peu importe le conseil, même si tu n'étais pas prêt à l'avoir, tu vas l'avoir entendu. La journée où tu vas être prêt à l'avoir, il va te repopper dans la tête tout de Mhm. suite. Puis là, tu vas faire « Ah, c'est ça qu'il voulait dire. » Oui. C'est ça que Probablement. Joël, elle voulait me dire quand elle m'a dit « C'est telle affaire, je vois ça comme ça. » Puis, Mhm. fait que tu sais, c'est un peu ça. Là. Donc, les transformations viennent des révélations. J'ai envie de... Ça peut venir des révélations. Ça peut Côté venir... artistique, je pense que oui. Et il peut avoir des révélations comme il peut avoir un petit cheminement. Ça peut être une accumulation de petites choses. Puis, à un moment donné, il y a comme une goutte qui fait déborder Ouais. le vase. C'est très... Moi, je vois ça comme quelque chose de très fluide, très flexible, si on veut, OK. selon la personne, selon l'expérience. Ben, ton vase, il est révélateur. Je veux dire, c'est comme un vase comme dans une poupée russe. Mhm. Tu as fini de remplir le plus petit, il se transverse dans un plus grand. Fait que ton expérience s'accroît. Puis ainsi de suite. On philosophe, là. Ouais, mais C'est ça correct. Mais ça, c'est ça quand même. Mhm. Mais bref, on dit souvent, dans les conseils qu'on donne aux créateurs, on dit souvent que le meilleur conseil, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Oui, on peut. Oui, certainement, tu as besoin de pratiquer si tu veux t'améliorer. Mais si tu n'es pas prêt à passer au next step, tu Ça arrivera vas pas. tout le temps pratiquer la même chose. Mhm. Fait que non, j'ai beaucoup aimé la perspective de Neil Gaiman par rapport au fait de s'ouvrir puis mettre une partie de soi vraiment dans ce que tu crées. Ça amène une autre perspective qui est très intéressante. Oui. J'aime ça beaucoup, comment tu t'en parles, comment t'images ça. Je vais donc parler de transformation à l'écran. OK. Le petit et le grand. Bon, à l'époque où il était petit, là, on s'entend, là, mais mettons qu'on est rendu avec des 72 pouces dans le salon. C'est ça. Si c'est pas les projecteurs, et soit dit en passant, j'ai vu des publicités de nouveaux projecteurs. Là. OK. C'est des projecteurs par en dessous. Oh! OK? Avant, il fallait qu'ils soient dans le fond de la pièce. Ouais, puis ouais. Ouais. le faisceau passait devant toi, là, par-dessus toi. Là, c'est par en dessous pour projeter sur le mur. OK. Ou si tu le couches, il projette sur le plancher. OK. Non, c'est... Ça prend un mur, évidemment, puis il faut probablement pas trop de lumière dans la pièce. Mais bon, tout ça pour dire que ça sert d'image à la promotion de l'épisode 181. C'est les yeux blancs de David Banner. Ouais. Là, vous allez dire, il y en a peut-être qui vont dire, ils sont pas verts, ces yeux. Non, c'est le tour qui est vert. Le dedans de l'œil est blanc. Mais ce moment-là, il a bien beau se passer n'importe quoi avant, là. Il se fait barouetter, il se fait brûler, il se fait tirer en bas d'un précipice. Les yeux changent de couleur. Tu le sais ce qui arrive après. En tout cas, la plupart du temps, c'est l'incroyable Hulk, là. Mais c'est vrai que des fois, il y a des épisodes où on nous joue des tours où ça prend beaucoup de temps avant qu'il se transforme au complet. Il y a même des épisodes où il se transforme à moitié à cause d'une météorite qui est pas loin, puis les radiations l'empêchent de se transformer. Je me souviens pas de l'avoir vu juste à moitié. Non, ça c'est... ça avait été tout un épisode. Ou encore, quand je dis les transformations qui prennent du temps, quand il essaie de faire atterrir un avion, puis il se transforme en Hulk. Est-ce qu'on dit au volant d'un avion? C'est pas au volant, non? Aux commandes. Aux commandes d'un avion. Ah non, là il se retient tellement pour pas se transformer, mais il se transforme pareil. Là. C'est long, ça n'a pas de bon sens.
Donc ça, moi, dans ma vie de jeune geek, à 10 ans, la première transformation dans le premier téléfilm, quand tu repenses à ça aujourd'hui, c'est niaiseux rare, là, il se choque après son auto. Ouais. OK? Il essaie de changer une crevaison. Il se fâche après son auto, puis elle pitch à bout de bras dans le fossé. Là. Ce qu'on a tous envie de faire dans ce genre de moment-là, mais lui le fait. Ouais. Mais là, moi, j'ai 10 ans. Je sais qu'il y a un acteur qui va devenir Hulk à la télé. Et là, ça commence. Les yeux changent. Et dans le dos, la chemise déchire lentement. Ah non, je capotais. Il s'appelait pas Bruce, je m'en sacrais. C'était Hulk. Ouais. Et après, ben, j'ai compris le principe qu'il devenait Hulk à 20h20 et 20h50. À toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. C'était timé comme ça, là. Sauf certains épisodes. Parfois, l'épisode pouvait commencer qui était déjà Hulk. Donc là, tu te disais, ah non, là, je suis fait, il redevient Hulk juste à 9h-10. Mais ça, c'est une des transformations régulières qui m'ont beaucoup marqué. Mais Bruce Banner, dans le dessin animé de l'incroyable Hulk des années 80, ça, c'était ce que j'appelais en début de show 4 fois des génériques à l'intérieur d'une émission. Là. C'était toujours la même séquence de transformation. Puis ça, il y en a un paquet de séquences comme ça. Ça coûte moins cher, là, on s'entend. Ben là, c'est ça. Tu prends le morceau et tu le mets dans le dessin animé. Ben oui. Mais Goldorak, c'est un peu la même chose. Sailor Moon. Ben oui. Bon. Mais Goldorak, oui, on peut appeler ça une transformation. En fait, il pensait de transfert, là. C'est ça, quand il s'en allait dans le robot, c'était toujours la même chose. Hein? Oui, dans le fond, mais sauf qu'il y a du monde qui vont dire non, il embarque dans un méca et c'est tout, là. Ouais. Mais Actarus devient Goldorak, là. Mais dans cette séquence-là, il descend, son fauteuil est dans un sens, il retourne. Finalement, là, ça sert à rien, ce tournage de fauteuil-là. Là. Non, ça change absolument rien. C'est juste beau. Et d'ailleurs, la transformation de Voltron. Oui. OK? À toutes les fois que je la vois, je me mets à la place des méchants qui se disent, ben, t'achèves-tu de te transformer, là? Ça prend tellement de temps qu'avec les méchants, là, moi, pendant qu'ils se transforment, je tire dessus. Ben oui, il m'a réglé son compte, là. Ben, mais bon, mais c'est beau. Ouais, mais si tu parles de l'écran versus ce qui se passe avec des jouets, mettons qu'on fait le parallèle avec les deux, là, versus les dessins animés, les Transformers. Oui, parce que, je veux dire, c'est l'éléphant dans la pièce, là. Les Transformers, là, j'aurais aimé ça, qu'ils soient moins compliqués à se transformer dans les films. Mm-hmm. Parce que la pièce, quand tu la jettes, le jouet, de plus en plus, ces Transformers-là deviennent pas complexes à transformer, mais ils deviennent le fun parce qu'ils sont vraiment bien pensés et tout ça. Là, tu te dis, si c'était arrivé si ça arrivait pour vrai, les pièces, ils sauraient comment? Puis pourquoi qu'ils n'ont pas fait ça pendant un film? Plutôt que de mettre des pièces qui bougent tout le temps, oui, OK, c'est pour faire comme de la vie, tout ça. Mais il aurait pu faire ça beaucoup plus simple, puis avoir de quoi qui va être plus à l'image de la BD ou à l'image du jouet ou à l'image de l'animé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que à un moment donné, on le perd. On dirait que c'est comme pour éviter de faire une transformation où on va se la péter infographiquement. Dans les dessins animés, il y avait rarement des engrenages. Oui. Tandis que dans les films, il n'y a rien que ça. Ben, c'est ça. On dirait que c'est rien qu'une pochetée d'engrenage qui shake un peu, puis whoop, c'est devenu un camion, whoop, c'est devenu un avion. C'est ça un peu qui me tanne. Tu sais, je comprends le principe de on veut que ça nous coûte moins cher. Mais il me semble qu'on comprend même pas, même si tu le passes tranquillement, même si tu y vas image par image, tu comprends même pas la transformation. Puis ça, je veux dire, je pense que Yannick nous en avait même parlé pendant le podcast sur les Transformers. Il était pas d'accord full non plus avec la transformation. Puis pourtant, Yannick, c'est un sommité. Ah oui, on va le dire comme ça, c'est une sommité d'un Transformer. Puis je veux dire,
il connaît son affaire sur un moyen temps. Là. S'il me dit c'est telle affaire qui arrive là-dedans, ben, je le crois. Mais je me pose même pas de question de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il connaît ça, c'est incroyable. Joël, quand tu as mentionné tantôt le cœur d'un des personnages, là, ça m'a fait allumer quelque chose dans la tête que j'avais oublié et que je m'en veux. Celui où le cœur change et que tout change, c'est le Grinch. Ouais. J'avais oublié. Ou Monsieur Burns. Oui, j'avais oublié de noter ça, mais c'est là que ça change. Ouais. Le Grinch, là, à partir du moment où son cœur explose presque et que son sourire lui apparaît dans le visage, qui n'est pas le même sourire que quand il a son idée machiavélique, Non. C'est là que tout a changé. Bon, à part ça... Scrooge, la même affaire. Oui, aussi. Dans les films Marvel, je peux pas penser à côté du moment où Thor retrouve son marteau. Dans le premier film, là, cette séquence-là, je me la remets sur YouTube. OK? Parce que c'est pas un grand film, on s'entend, mais je trouve que c'est bien fait. C'est fait par le réalisateur, c'était Kenneth Branagh, qui est l'inspecteur Clouseau maintenant, pas Clouseau, Poirot, dans les nouveaux films d'Agatha Christie. Oui, excellent d'ailleurs. Donc, c'était lui le réalisateur du premier film Thor. Je n'aime pas. Oui. Donc, c'est pour ça que il a réussi à rendre Asgard très majestueux, là, et aussi de nous faire passer ça pour des extraterrestres au lieu d'être des dieux. Là. Mais quand Thor, qui est plus le dieu du tonnerre, se présente devant le robot et dit à son frère pardonne-moi si je t'ai fait quelque chose, mais ne t'en prends pas. Bon. Et finalement, le robot tue celui qui a désormais l'identité de Donald Blake parce qu'il a volé la carte de ce médecin-là. Là. Après ça, tu penses qu'il est mort. Oui, le son baisse, l'image baisse. Et là, après ça, ça se remet à trembler. Odin verse une larme et on le entend dire « Qui se montre digne pourra posséder le pouvoir de Thor. » Le marteau décolle, le marteau revient dans la main, l'éclair tombe. Ah non, c'est extraordinaire. C'est un peu comme la finale, puis je m'excuse si je vends des punchs, là, c'est un peu comme la finale de Metroid Dread. Okay? La finale, oui, t'as battu le vilain jusqu'au bout, mais c'est lui qui prend Samus par la gorge. Samus s'endort à cause qu'elle manque d'air ou peu importe. Mais ta manette se remet à vibrer, puis tout d'un coup, pouf! Samus devient Metroid Samus et le vent tourne. Ah, OK. Ça, cette séquence-là, dans Metroid et dans Thor, je trouve ça très bon. Dans Iron Man, dans le 1, quand son robot lui met son armure, son armure rouge et or, ça, c'est mythique. Et dans Iron Man 2, l'armure dans la valise. Ah, ça, là... C'est ça, tu te dis, il ne pourra pas en avoir d'armure, il a une valise. Non, mais c'est que moi, j'ai vécu Iron Man dans les années 60-70, puis c'est vrai que Tony Stark traînait son armure d'une valise. C'était totalement ridicule, là. Et des fois, il y avait de la difficulté à la retrouver, sa valise. OK. Puis c'est ça qu'ils ont fait dans ce film-là. Puis quand Happy lui lance la valise, puis qu'il se met les deux mains dedans, puis que l'armure grimpe dessus, là, ça, c'est de la transformation. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Aussi, dans les dessins animés, He-Man, Musclor, je pense que c'est toujours la même séquence. Là. J'ai le pouvoir, je sais pas ce qu'il dit. Là. Ouais, je détiens le pouvoir. OK. C'est la même affaire dans Cosmo 4. OK. C'est la même affaire. Avec son épée qui allonge, puis avec l'œil, puis tout ça. Là, OK. On recule loin dans le temps. Ultraman, c'était la bêta-capsule. Là. Ça aussi, des fois, il la perdait, il la trouvait pas, elle tombait de ses poches, elle était trop loin. J'ai tellement des beaux souvenirs de Ultraman quand j'étais petit cul pour qu'on allait à la plage Germain dans ce temps-là que ça s'appelait. C'était à Québec. Puis il y avait un cinéparc, puis régulièrement, il y avait des vieux films de ce style-là, dont Ultraman qui passait régulièrement. Je me disais, mon Dieu, c'est quelque chose. Là. To Be, mon ami Red. Oui, si mais en japonais sous-titré. Mais c'est pas ça.
ça, j'aime ça garder ça dans mon esprit. Parce que quand je les réécoute, je me dis... Ça a mal vieilli. Tu fais que... Non, c'est pas que ça a mal vieilli, mais c'est moins sérieux que je me rappelais. Ah. Ouais. Non, c'est du dessin animé japonais, mais avec des acteurs. Ouais, je sais. Mais non, c'est... la séquence qui est devenue un mime d'Ultraman, c'est quand il sort du restaurant pour devenir Ultraman, puis qu'il sort une cuillère au lieu de sortir sa bêta-capsule. Mais moi, je me rappelle d'avoir vu ça quand j'avais 5-6 ans. Ah ouais, je me souviens. Mais bon. Et tous les autres ultra-machins qui sont venus après, là, écoute, il y en a plein d'Ultraman. Ben oui, il y en a eu un paquet, là, puis je me souviens pas celui qui était comme en noir, là. En tout cas, il y a eu un film, là, un peu dans ce style-là, là, puis c'était comme un genre de kit qu'il y avait dans le front, là. Anyway, ça va m'en revenir peut-être. Sinon, ben, c'est pas important. To be, Fred. Red. To be. Ouais, to be. Ouais. Les Power Rangers ouais. aussi. Et je vais terminer là-dessus parce que je veux dire, je pourrais... malgré que je pourrais embarquer dans les films d'horreur, mais dans les dessins animés, le film Batman Beyond, le retour du Joker. Oui. Quand Dick Grayson, on apprend que c'est lui qui a la puce du Joker puis qui se transforme en Joker, ça donne un coup. Ça donne un coup. Et quand je dis film d'horreur, tout ce qui est body horror, là, la mouche. La mouche, oui, mais la place où... oui, la mouche, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour ça. La place où ça a vraiment basculé, puis ça, je voulais en jaser un peu, parce que je voulais en parler, ça a eu une retombée aussi sur les jeux, sur les grandeurs nature, des affaires comme ça, sans être vraiment une retombée directe. Mais tout ce qui est de transformation de loup-garou. Mm-hmm. Il y a eu 2 transformations majeures de loup-garou, puis après ça, on en a eu des super de belles plus tard. Mais la première, qui a été le loup-garou de Londres, qui était une scène mythique de ce film-là, qui est, pour l'époque, dégueulasse. Je veux dire, comment est-ce qu'ils l'ont fait, c'était magique. Là, ils l'ont vraiment bien fait. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. De toute façon, on a juste à dire pleine lune. Pleine lune, c'est le moment où tout bascule dans un film de loup-garou. C'est ça. Ensuite de ça, l'autre film qui a aussi été un chef-d'œuvre pour ça, le film est mauvais, mais pour la transformation, ce temps-là, ça a été hot. Hurlement. Oui. Le film Hurlement, c'est... j'ai vu ça un dimanche après-midi. C'est frisson? Non, ça aurait pu, mais c'était un dimanche après-midi à la télé américaine. Fouille-moi pourquoi il passait ça un dimanche après-midi, mais quand j'ai vu cette séquence-là, là, c'était quelque chose. Ah ouais, puis après ça, il y a eu Silver Bullet qui ont vraiment fait de quoi de bien, tout ça, puis on est rendu que... Thriller de Michael Jackson. Oui, mais on en parle, hein, puis on en parle encore de mais c'est le même réalisateur que le Loup-garou de Londres. Oui, puis il a fait quoi? Il a fait encore un chef-d'œuvre cette fois-là. Mm-hmm. Tu sais, c'est juste... Moi, j'ai vu le making-of, là, beaucoup de monde l'ont vu, le making-of de ça, puis sérieux, là, on est ailleurs, là. Question maquillage, là, on est ailleurs, pour vrai, là. Puis, c'était plus qu'une histoire avec des pompes puis tout ça. Puis, il y avait un maquillage en arrière de ça assez intense. Là. Oui. Fait que... Vas-y. Ouais, non, vas-y. Puis, ce que je partais pour dire, c'est le travail de ces gens-là qui innovent. Ben, ça revient au début du podcast, ce que Joël elle expliquait tantôt, à dire l'expérience là, que ces gens-là ont appris. Là, ben, on voit la finale de ça. Mais on oublie souvent le travail de ces artistes-là qui ont tout fait pour que cette transformation-là soit un chef-d'œuvre qu'on applaudit ou qu'on va faire je suis capable de faire mieux. Ben, c'est ça. Mais c'est vrai, là. T'sais, infographiquement, je suis capable de faire mieux. Oui, mais dans ce temps-là, c'est pas ça. Non, ça n'existait pas. Fait que ce talent-là, il était indéniable. Dans les films d'horreur aussi, les films, on parlait de loup-garou, les vampires aussi. Oui. On peut faire un parallèle avec l'adolescence aussi. L'adolescence, période pleine de transformations. Oui. Il y a 2 films que je pense tout de suite qui parlent de l'adolescence et des transformations dans ce genre-là. Il y a L'Entre-sœurs, un film de loup-garou dans le début des années 2000, dans lequel Ginger se faisait mordre par une créature. Oui, c'est pour ça, c'est vrai, le titre en anglais, c'est Ginger Snap. Oui. J'aurais dû commencer par ça. Fait que oui, ça, c'est un film qui parle de l'adolescence, des changements et tout. Puis l'autre, c'est le film de vampire que j'ai vu récemment. C'est un film québécois, je vous en ai parlé dernièrement.
C'est sur Crave. Oui, mais je sais de quel film tu parles. Non, ça ne me reviendra pas. Mais... Vampire. oui, c'est ça. Vampire cherche suicidaire consentant. Ouais, c'est ça. Oui. OK. Très, très beau film Vampire humaniste. Humaniste, c'est ça. C'est ça. Très, très beau film sur l'adolescence qui parle des transitions, justement, des changements avec la comparaison avec le fait d'être un vampire. Là. Très bon film pour ça. Là. Je pensais pas qu'on s'en allait là ce soir. Mais sinon, dans les dessins animés, tu as oublié de parler de Dragon Ball. Ça, oui, faut vraiment malgré que je connais pas tant Dragon Ball, écoute, là, mais... Les transformations en Super Saiyan, là, ça fait... Malgré qu'on pourrait dire Pokémon aussi. Non? Oui. Oui, mais... Oui, l'évolution de Pokémon, oui, mais... c'est vrai, il y a des évolutions. Je me posais une question quand je suis arrivé ici tantôt, parce que j'avais un point que je voulais jaser dans mon segment, puis je me suis dit, c'est-tu de la transformation ou de la métamorphose ou de quoi comme ça? Je ne savais pas trop parce que est-ce que on rentre dans la transformation quelque chose qui est réversible ou on rentre aussi l'irréversible? Ah, les deux. En fait, normalement, une transformation, en fait, ça peut être les deux. Mais sur le coup, j'aurais dit, aussi vite que toi, j'aurais dit, les deux. Ouais. Il y a des fois, à un moment donné, je me posais comme question, pas sûr les deux, parce qu'il y en a une à un moment donné que c'était plus toi. C'est ça. Mais si on parle d'un point de vue strictement humain, psychologique, quand on subit une transformation, généralement, c'est permanent par la suite. Mais si on va comparer aux transformeurs, eux, ils deviennent des machines, ils deviennent des bonhommes, ça marche d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense qu'une transformation, c'est pas une évolution, c'est pas une métamorphose. Oui, c'est une métamorphose, mais c'est pas une évolution. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Et c'est pas comme nécessairement on l'entendait non plus quand on a décidé de faire le podcast. C'est pas le moment où l'histoire va changer. Non, c'est ça. La transformation comme une évolution de quoi de même. Oui, souvent c'était ça dans des Pokémon où le Pokémon va évoluer. Oh, je suis capable de faire ça maintenant avec et ça vient de changer mes combats. Mais c'est pas tant ça, là. OK, je comprends un peu plus où ce qu'on... Parce que, tu sais, je me suis posé la question, c'est-tu toutes les transformations? T'sais, à ce point-là, on va ailleurs, là. Non, il y en a un paquet. Non? C'est ça. Tu sais, on a passé tantôt vite fait un peu sur le côté livre, parce que je me dois de parler, on a parlé de voyons, je dirais pas... Lovecraft, Tolkien, je suis obligé de parler de mon grand... Vas-y. Pas de mon grand ami, je peux même pas dire ça encore, mais M. Chatham. Écoute, j'en parle régulièrement, puis j'en ai parlé encore dans beaucoup de podcasts. L'Autre Monde, la série L'Autre Monde. Le début, à partir de la tempête qu'il y a, parce que les jeunes on le voit là, tu sais, qu'ils parlent, les deux amis ensemble, les deux petits gars ensemble parlent de filles, puis t'as été dans telle partie, puis tu sais, oui, t'as parlé avec telle fille, puis tout ça, puis bon, c'est la cousine d'une telle, tu sais, ils ont une vie tout à fait normale, puis mes parents sont en train de se séparer, puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu des gros cadeaux, puis tu sais, blablabla, jusqu'à ce qu'il arrive la tempête. Puis après la tempête, les jeunes se rendent compte qu'ils ont des pouvoirs, puis que tout a changé. Fait que, tu sais, c'est là que je me suis demandé aussi, est-ce qu'on parle aussi de transformation, mais du décor, de l'univers dans lequel tu es? Tu sais, puis, parce qu'après ça, c'est facile de dire, on est rendu dans un post-apocalyptique, ou tu sais, on est rendu dans un tel style, mais c'est ça, c'est qu'il y a des fois que comme tu disais tantôt, que tu te dis, oh, là, ça change, allez, ça reviendra plus pareil, ou tu sais, il est arrivé quelque chose, un élément déclencheur qui va faire que plus rien est pareil. Dans ce cas-là, justement, plus rien est pareil dans cette histoire-là, puis là, ça dégénère, bien entendu, là, mais puis il en arrive un paquet d'autres transformations pendant les romans. Il fallait que je jase de M. Chatham. Et jase donc de jeu? Écoute, dans les jeux, là, il y en a un, moi, qui est frappant, OK? Quand je dis frappant, là, tout le monde connaît ça. Dans Mario 3, je pense que c'est une des premières shots où ce qu'on voit vraiment une évolution du style de jeu, parce qu'on avait eu Mario 1, Mario 2 qui n'était pas un vrai Mario, mais tu sais, c'était Mario 2 pareil comme c'était vendu ici. À un moment donné, on a eu Mario 3 avec une histoire avec les flûtes puis des affaires dans le même, mais Mario
mettait un costume de grenouille, mettait un costume de ci, de ça. Tu sais, il mettait un costume de raton laveur, ça le faisait voler. T'as peu, pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On était loin du champignon rouge. Ben, non, de la fleur rouge. C'est ça. Tu sais, je me disais, OK, oui, ce jeu-là, il est comme ça depuis le début. Tu sais, tu t'habitues à ça. Oui, OK, il se transforme. Il devient plus grand, il est plus petit, puis il devient plus grand à cause du champignon. Il devient plus grand et il tire des boules de feu à cause de... Bon. Mais si on était habitué à ça, puis là, il arrive l'histoire des costumes et les costumes ne font qu'évoluer. Fait que, tu sais, c'est là... puis à chaque fois qu'il arrive un Mario, il y a comme une évolution dans le jeu. Ben, tu sais, il n'y a pas une évolution pour les costumes tout le temps, là, mais je veux dire, il y a tout le temps quelque chose de plus qu'on peut faire dans ce jeu-là, qui essaie d'innover, mais à mon avis, puis je veux dire, d'après moi, je le partage avec beaucoup d'autres crinqués, à mon avis, la place où ce que ça a vraiment déclenché pour Mario, ça a été dans le Mario 3, où ce que et on était capable de le faire voler avec un habit voyons, je dirais pas de raton laveur, parce que tu avais la plume qui faisait le raton laveur, mais tu avais aussi l'habit qui embarquait dedans. Là, il y avait tout le saut au complet de raton laveur. Quand il y avait le saut, je pense que ça durait plus longtemps. Ça se peut-tu? Tu volais plus longtemps. Puis ça m'a fait que quand tu étais en grenouille, ben là, tu nageais pas mal mieux, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, on était capable d'avoir de quoi de différent. Puis là, ben, comme je te dis, mais tu vois, tantôt, on voulait faire la différence entre l'évolution puis la transformation qui change l'histoire. Là. Moi, dans le Mario original, je mettrais le champignon et la fleur rouge comme évolution, mais l'étoile. Oui. Ah, l'étoile, là, quand tu attrapais l'étoile... T'arrêtes de faire attention. C'est ça, exactement. C'est là que tu fais « OK, on court ». C'est ça. Fait que là, tu tiens le piton dans le fond, puis tu garoches partout. Ouais. À part qu'un trou, là, il n'y a rien qui va t'arrêter. C'est vrai, là, c'était ça pareil. Oui, mais quand t'attrapais l'étoile, là, tu savais que ça venait de changer. Là. Oh, vraiment. Là, c'est où, comme dans Pac-Man, quand tu pognes une pack gomme. Oui. Non, pas une pack gomme, c'était... Ben, c'est ça, c'est une gomme, dans le fond. C'est la grosse bille. C'est ça, les grosses billes quand les fantômes deviennent bleus. C'est ça. Ben là, c'est là que tu fais comme « Oh, venez-vous-en, vous autres. Tu sais, il te court après, tu pognes ça, t'en revires d'abord. Hein, le jeu change. Oui. Arrête, c'est comme on voit dans les séries animées où ce que tu vois tout le monde se court après, ou dans les Scooby-Doo, c'est tellement ça. T'es beau se faire courir après par le fantôme de quoi de même, puis il arrive de quoi, puis... pouf, ça vire d'abord. On voit ça dans les Astérix aussi. Puis, bon. Astérix, lorsqu'il prend de la potion. Oui, c'est ça. Ça, c'en est une autre affaire. Je veux dire, ça aussi, c'est là qu'on voit, OK, là, ça va changer. Fait que de là, ton histoire de Popeye tantôt, ça va très bien avec. J'étais un peu comme toi, j'aurais pu me garrocher à faire, OK, on va sortir n'importe quoi, là, mais des jeux où il y a vraiment des transformations qui changent le jeu, au même titre que, comme je te dis, comme Mario. Je veux dire, bien souvent, le jeu, il est fait d'une certaine façon où ça évolue tout le temps dans le jeu. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, c'est dur un peu de trouver des jeux qui... À la base, les jeux vidéo, en tout cas, les jeux qu'on retrouve depuis... une dizaine d'années, quinzaine d'années probablement, le personnage, justement, il évolue. Il devient meilleur avec les expériences, un peu, si on veut. Puis, à la fin de ton jeu, tu n'as plus le même personnage que celui que tu étais au-delà de toute la notion d'équipement, puis puis de pouvoir, tout ce qui peut accumuler en cours de route. Là. L'expérience, là, ça transforme vraiment ton personnage d'un bout à l'autre. Oh oui. Puis, tu sais, c'est ça, le jeu, il a évolué. Ben, la façon de jouer a évolué. Les joueurs ont évolué, donc le marché n'a pas eu le choix d'y aller avec eux autres. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe quand on parle de l'étoile. Même affaire quand tu pognes une étoile avec à Mario Kart. Là, tu t'arrêtes de faire attention. Oui. Tu sais, tu fais comme... Tu essayes de défoncer le piton pour aller chercher le plus possible. Oui, puis c'est ça, ou ben donc que tu fais, OK, approchez-vous. Là. Mais il y a la carapace bleue. Oui. Je veux dire, quand tu tombes dessus... Généralement, c'est parce que t'es loin en arrière, là, que tu tombes dessus. C'est rare que tu la pognes quand t'es le troisième. C'est ça. Sauf mais que... ça,
Sauf que ça te fait toujours bien rien que prendre une position. Hein. Ouais, peut-être. C'est pas un game changer. Des fois, 2 ou 3, ça dépend. Ça dépend tout le temps qu'est-ce qui se passe, bien entendu, oui, là, mais c'est ça, tu sais, j'ai essayé de trouver vraiment de quoi qui faisait vraiment un gros changement. Puis là, ben, il a fallu que je m'en aille plus dans les grandeurs nature puis des affaires comme ça. Pour l'avoir vécu, ben, pour l'avoir vu sur des gens, je vois des gens, moi, qui sont tellement crinqués là-dedans, dans ce monde-là, qui vont se faire des transformations physiques. Là, je parle pas de la transformation, là, tu sais, je dirais même pas une transformation, mais je dirais même pas vers la transformation que tout le monde connaît, là, pour aller vers le pas le transgenrisme, mais comment ça... Il y a un mot pour ça, là, mais... La transidentité. Merci. C'est ce que je cherchais. J'y vais plutôt avec des petites features physiques qui vont changer. Des gens qui se font couper le bout des oreilles pour avoir des oreilles d'elfe. Ça se fait. OK. Ça se fait même. Je pensais d'en avoir vu rien qu'un dans ma vie et j'en ai vu quelques-uns qui se sont fait couper le bout des oreilles pour pouvoir les avoir affinés. J'ai vu des gens qui se sont fait limer les dents pour avoir des dents de vampire. Tu sais, c'est pas juste des dents qu'on colle. Tu sais, fait que les costumes pendant les grandeurs nature, oui, ça finit que tu fais un changement. Mais exemple, quand on arrive sur le terrain, tu es en civil, puis tu fais toutes tes affaires, tu fais ton bagage, tout ça. À Bicoline, dans mon cas à moi, il y a une transformation qui se passe. C'est quand que je me change, quand on se dit, bon, OK, moi, je m'en vais en jeu, là. Ben, Eric, il est là. Je me change. C'est terminé. Eric est plus là. C'est Lazare qui vient d'arriver. Puis, ma semaine, elle vient de changer, là. Là, j'ai l'impression de, comme tu disais, la game vient de changer, mais moi, je suis en vacances. Je suis dans mon univers. Tu sais, je suis officiellement dans mon univers plutôt que de faire rien. OK, il faudrait qu'on fasse tel move, il faudrait qu'on aille parler avec tel joueur, il faudrait qu'on... Non. Là, c'est la vraie affaire. Fait que, tu sais, je le vois, moi, comme une transformation, justement, à cause de ça. À cause du fait qu'on fait comme, paf, il y a un mur qui vient se faire. Tantôt, c'était tantôt, maintenant, c'est maintenant. Puis l'avenir, elle va fitter avec le maintenant, là. Fait que on reviendra à la réalité plus tard. Fait que à 8h50, puis mais là, c'est ça. Il était 8h20, puis mais moi, je la tiens jusqu'à 9h50, la transformation. OK, ben c'est correct, ça. C'est correct. Puis tes yeux deviennent pas blancs. Ah, ça dépend de l'heure. OK. Non, je niaise, mais je veux dire, tu sais, puis souvent, en grandeur nature, il y a souvent aussi une prise de pouvoir à un moment donné qui peut faire changer la donne, qui peut faire changer aussi ton personnage, et tout à coup, t'es rendu avec des pouvoirs, des affaires comme ça. Tu sais, on a, là. Je voulais aller, tu sais, quand on parlait tantôt des super-héros et tout ça, j'ai déjà vu aussi une histoire avec des transformations de loup-garou justement pendant les grandeurs nature. Tu sais, j'ai pensé, y a-tu d'autres shots que j'ai vu des trucs comme ça? Ben, j'ai vu des transformations justement pour Bicoline, où ce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui deviennent comme des golems puis des affaires comme ça, un petit peu comme où tu sais, qui vont venir des monstres qu'on appelle. À cause de raisons X, Y, Z, tu sais, qu'il y en a qui sont très pieux, puis tout ça, puis qui vont appeler l'ange, tu sais, il y a un ange qui va descendre, qui va prendre possession d'un fidèle, tout ça, puis la personne devient Gulgutron, qui est un immense, tu sais, on va dire un géant, mais non, un immense ange, avec des grandes ailes, puis tout ça, puis qui se ramasse sur le champ de bataille. Quand tu le vois arriver, tu le sais qui est là, tu sais, mais c'est un joueur qui le fait. Fait que, tu sais, puis il y a même affaire avec des démons puis des affaires comme ça, là, où ce que tu vois ça arriver à travers de la gang, là, tu sais, il y a même, tu sais, il y a un être sylvestre, ben, il y a un genre d'elfe qui devient un elfe, tu sais, ben, pas un elfe, mais qui devient un genre de trend. Fait que, tu sais, puis ça, c'est grand, là, tu sais, fait que, oui, la transformation est là, tu sais, c'est wow, là, ça paraît. C'est sûr que ça se fait pas en claquant des doigts, là, bien entendu. Là, ça demande de la préparation, ça demande du costume, ça demande des gens qui vont t'aider, qui vont être là avec toi pour t'aider parce que, honnête, c'est l'ouvrage en l'air de ça, puis c'est de l'investissement. Si tu veux avoir une belle transformation, si tu veux avoir de quoi de chic, si tu veux avoir de quoi de bien fait,
Ben, c'est de l'investissement et tout OK. ça. Fait que on y va encore avec ce que je disais tantôt, hein, avec les loups-garous puis toutes ces transformations-là qui se font pendant un film. Plus ça coûte cher, plus que tu vas avoir de quoi de réel. C'est con, mais je déteste ça, mais c'est du pay to win. Ça ressemble un peu à ça. Ah oui, absolument. Donc, si vous avez des transformations qui vous sont venues en tête, que vous vous dites, ah, il aurait dû parler de ça, il aurait dû parler de Oui, ça, ça peut arriver. Hein. faites-nous le savoir Ben oui. par notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir d'en parler dans un autre podcast, peut-être au début du prochain, que je vais commencer à faire tout de suite pour être sûr d'arriver correctement au prochain, 50e prise cette année. malgré que ça ressemblerait à Jack Nicholson avec sa hache dans la porte dans The Shining. Ça doit s'être fait pendant au moins ça 50 fois. Parce on que rentre ici, puis il me dit parce que je me suis transformé en psychopathe. le réalisateur voulait justement qu'il n'y ait plus de retenue, que au diable la porte. Fait qu'il changeait de porte à chaque prise. Changeait de porte à chaque prise. Allons. Puis ce qu'on voit, c'est la dernière prise où Jack Nicholson dit « Ah, pis de la chenoute. Ah, ouais, la porte. » Ça a donné la séquence qu'on connaît aujourd'hui. Allons-y avec nos Samalumes Imaginatrix. J'en ai 2 cette semaine, exceptionnellement. Le premier, en fait, c'est une série que j'ai terminée récemment. Je vous en avais un petit peu parlé dans le dernier pré-show. C'est Une vampire dans le jardin. Écoutez, c'est 5 épisodes d'environ 25 minutes. C'est super court. Mais j'ai... Excusez-moi. C'est vendredi. C'était ma gorgée de bière. En fait, c'est vraiment une histoire avec un... Je veux même pas dire c'est un message où il y a un bon fond. Ça parle de quelque chose, ça parle de relations humaines avec des vampires. Ça, c'est un beau parallèle. Mais en fait, ça parle d'acceptation de l'autre aussi. On va se le dire, c'est une série qui est queer parce que, bon, les 2 personnages principaux, est-ce qu'ils sont en couple ou est-ce que c'est une relation d'amitié qui est très profonde? Je ne saurais dire. Par contre, Finney, la vampire, elle, a eu une relation amoureuse avec une humaine. Et quand elle rencontre Momo, ben Momo lui fait penser à cette humaine-là qu'elle a perdue. Fait que l'histoire tourne autour de ça, puis elles vont essayer d'aller chercher un endroit qu'elles appellent le paradis, où les humains et les vampires peuvent vivre ensemble en paix. Fait qu'il y a toute une belle histoire d'acceptation en arrière de ça, de fuir la guerre, d'aller se réfugier dans un endroit où elles peuvent être ce qu'elles veulent, elles peuvent avoir la relation qu'elles veulent avoir. Fait que c'est vraiment de ça que ça parle. J'ai trouvé ça super beau. Écoute, 5 épisodes de 25 minutes, ça aurait pu... Il y avait du contenu pour faire 3 saisons avec des épisodes de 45 minutes sans aucun problème, mais c'était pas nécessaire parce qu'ils sont vraiment allés juste à l'essentiel. Get to the point. Get to the point. Même si les personnages étaient super attachants, même si l'univers était magnifique, c'était un univers un peu style russe, si on veut, là, style... à l'époque de la chute des Romanov, là, un pays en guerre contre les vampires, les derniers survivants et tout. C'était vraiment... l'ambiance était vraiment cool, mais ça allait vraiment droit au but. Puis à la fin, il y avait une scène où, entre Momo et sa mère qui est comme une espèce de commandante de l'armée des humains, puis il y a une scène de lâcher prise vraiment incroyable. Mais, tu sais, moi, je connais des personnes queer ou des personnes trans qui, avec leurs parents, ça s'est pas bien passé. Puis cette scène-là, c'était exactement ce que ça représentait. Puis on voit Momo qui lâche prise par rapport à ça, puis qui s'en va ailleurs. Puis c'était vraiment touchant, mais aucunement moralisateur ou aucunement... tu sais, c'était pas... c'était pas poussé la façon dont c'était présenté, ça allait de soi, c'était tout naturel, c'était tellement bien fait. Une super de belle histoire. Un peu à la Roméo et Juliette, un peu, si on veut dire, tu sais, on parle d'un amour interdit, mais présenté d'une façon assez différente de ce qu'on est habitué à voir.
Fait que ça, c'était mon premier Ça m'allume. Pour le deuxième, ben, j'ai pas le choix de vous parler de la formation, la fameuse formation en écriture d'histoire d'horreur que j'ai été faire il y a 2 semaines. Excusez. Il y a 2 semaines, à Montréal, je me suis rendue là-bas pour cette occasion-là. Fait que c'est avec Philippe Aubert-Côté, qui est auteur notamment chez À lire. Il écrit aussi des nouvelles. Et l'été dernier, ben, il s'interrogeait sur comment aller amener ses histoires d'horreur plus loin. Fait qu'il a passé l'été à faire des exercices d'écriture. Il a tout consigné ça dans un petit carnet qu'il avait appelé ça l'atelier de minuit. Puis à la fin de l'été, son chum l'a convaincu de partager qu'est-ce qu'il avait appris au cours de son été à tout le monde en donnant des ateliers. Fait que c'est comme ça qu'il a décidé de lancer l'atelier de minuit. Fait que moi, je me suis tout de suite garochée sur les inscriptions. Une victime? Ben oui! Shut up and Ben take oui. my money. Pour des trucs comme ça vaut vraiment la peine. Mhm. Parce que c'est quelque chose que j'ai acquis pendant ce week-end-là. C'est plusieurs trucs, plusieurs conseils. Le premier week-end, parce qu'il va en avoir un autre qui va venir plus tard cet automne. Le premier week-end, c'était beaucoup des trucs pour générer du contenu, pour aller chercher des idées. Fait que on a fait des exercices très intéressants. C'était des exercices en groupe. On lisait nos textes devant les autres. Il y avait des super de bonnes idées de tout le monde. C'était une formation, j'ai trouvé aussi, qui était faite dans la bienveillance parce que même si fallait écrire on écrivait surtout des amorces d'histoire, là, on n'écrivait pas les textes au complet, mais on garochait les idées. On avait généralement juste 5 minutes pour le faire. Fait que même si c'était OK, faites-le, c'était sous pression un peu, si on voulait, on essayait de sortir ça, mais il n'y avait pas de jugement. Mais le sous-pression, probablement, qui était voulu pour vous mettre sur une tension. Ben oui, puis pour essayer d'en faire le plus possible dans un week-end, l'idée, c'était de voir le plus possible de types d'exercices qu'on pouvait faire pour après ça, à la maison, quand on était dans notre zone de confort, qu'on puisse les reproduire, les répéter. Puis non, c'est ça, tu sais, c'était surtout basé sur les échanges. Fait que, tu sais, les gens nommaient leurs idées, puis là, après ça, on échangeait, puis on faisait comme, ah oui, c'est intéressant d'aller dans cet angle-là. Puis, fait que c'était vraiment très intéressant. J'étais avec, je crois qu'on était 13 auteurs en tout. Puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des auteurs qui ne font pas dans l'horreur. Ils étaient juste curieux d'aller chercher une corde de plus à leur arc. Mhm. Fait que non, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a peut-être un recueil de nouvelles qui éventuellement va s'en venir par rapport à ça, mais avant ça, on a une autre fin de semaine qui va avoir lieu cet automne à Montréal. Dans le fond, cet été, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des devoirs, on va écrire, on va mettre en pratique qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent. Puis là, cet automne, on se rencontre, on se présente qu'est-ce qu'on a fait, puis on en retravaille encore à partir de ça. Personnellement, c'est en faisant des trucs comme ça, Mhm, entre artistes. Mhm. J'ai jamais fait de trucs avec autant de gens que ça. mhm, Mais c'est quand tu parles de ton projet, c'est quand tu parles de, ben moi, j'ai fait ça, puis, tu sais, le client voulait ça, puis mhm. moi, je suis allé là. Ah ouais, moi, j'aurais fait ça. Tu fais comme, ah, Ah oui, c'est sûr. pourquoi j'ai pas fait ça? Mais, puis là, t'en parles avec quelqu'un d'autre, puis il va te sortir une autre idée. Mhm. Puis là, ben, tu les appliques à un moment donné, ces idées-là, sur d'autres choses. Ouais. Puis ces gens-là, là, à qui tu en as parlé, eux autres, ils étaient pas dans ta tête. Fait qu'eux autres, ce que toi, tu leur as donné, eux autres aussi, ils vont Mhm. ils vont l'appliquer. Fait que l'échange entre artistes, là, je trouve tellement que ça amène une évolution haute, là. Mm. Puis en plus de ça, ben, on apprend quand même de la technique au travers de ça Oui. parce qu'on a un professeur qui est super calé, niveau horreur, là, il y a des références comme ça se peut pas, mais niveau sa façon de nous montrer, de nous enseigner, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui part dans la lune très facilement, ben, il a su capter mon attention pendant tout le week-end grâce au fait qu'il alternait facilement entre la théorie puis la pratique. Ben, il y en a un dynamisme. Un dynamisme, le fait qu'il nous a préparés d'avance aussi en nous faisant faire des devoirs, des lectures, des films à écouter en avance pour nous préparer. Fait que non, c'était très bien fait. C'est la première fois que j'allais à un atelier en personne. J'en avais fait une pendant la pandémie à distance. C'était pas tout à fait pareil. Mais là, avec Philippe Aubert, moi, je trouve qu'on passe à un autre niveau là,
d'enseignement. J'ai trouvé ça très, très hot. Mais tu sais que si tu fais pas de roman d'horreur à partir de ça, c'est de l'argent que tu vas avoir pitché par les fenêtres. Fait que t'as pas le choix de nous faire un autre roman d'horreur. Non, absolument pas, parce que, en fait, l'horreur, tu peux écrire un roman d'horreur, mais tu peux aussi écrire une science-fiction, puis distiller un peu d'horreur au travers de Oui. ça. Tu peux... non, c'est sûrement quelque chose qui... Puis même les trucs... Elle veut pas se l'avouer, Ça, mais ça elle va s'en laisser, prépare, ça va ouais. laisser des traces. Puis, non, c'est certain. Puis même les trucs qu'ils nous donnent, à la limite, on peut les appliquer à d'autres genres. Fait que, mais tu sais, là, c'est vraiment spécifique horreur, mais ça peut être pris à large aussi. Là. Fait que non, j'ai... Puis de toute façon, ça passe dans les dépenses. Fait que Oui, ben oui. quand t'es travailleur autonome, tu peux... t'as un compte de dépenses. Ouais, tu peux le faire, ouais. Tu parles à des convertis. Ouais. Moi, mon ça m'allume, en fait, c'est le fait que ça allume les autres. OK? Je m'explique. Oui, je trippe sur Metroid, mais Metroid en 2D. Je vais dire ça comme ça. Moi, Prime, j'ai le remaster de Metroid Prime, le premier. Je suis mauvais, ça marche pas. Moi, first person, là, T'as de je la misère. suis une nullité. OK? Mais je comprends ceux qui ont capoté leur vie à la fin du dernier Nintendo Direct où on a annoncé Metroid Prime 4 Beyond. Metroid Prime 4 a été annoncé pour la première fois il y a 7 ans et jamais sorti. Mais là, ils viennent d'en montrer des images et ça sort pour 2025. Donc, moi, la première fois que j'ai vu les images, c'est Fiston qui me les a envoyées. Tout de suite, papa, ils sortent Metroid Prime. Mais en retournant voir ça sur YouTube, là, j'avais plein de vidéos de réactions de streamers ou de gens dans des boutiques, genre GameStop, qui assistent en gang à ça et qui l'apprennent au moment où c'est diffusé. Ils capotent leur vie. OK? Ça crie, les bras dans les airs. Enfin, ça arrive. Même si moi, bon, peut-être qu'un jour, je vais triper sur Metroid Prime, là, je vais peut-être finir par être bon, mais je comprends l'engouement. Je me rappelle, lorsque j'ai vu la publicité de Metroid Dread pour la première fois et que ça a tapé Metroid 5, là, j'ai pas crié comme un fou parce que j'étais dans la file pour attendre un billet pour le vaccin. Ça fait longtemps. Mais tu sais, ça devait être au printemps de 2020, quelque chose comme ça, ou 2021, je me rappelle plus. Mais je comprends. Donc ça, moi, ça m'allume de voir des gens capoter bien raide quand on leur annonce quelque chose qui espérait plus. Fait que ça, 2025, la rumeur, Switch 2 et non pas Switch. Peut-être pour ça qu'on l'a mis à 2025, parce qu'il y en a qui regardent ça, qui disent hey, que les images sont belles pour la Switch. Ouais. Fait que c'est peut-être pas pour la Switch. Red. Écoute, j'en ai quelques-uns, là, mais je vais essayer de passer ça vite. Elder Scroll, le nouveau, c'est Gold Road, qui est sorti. C'est la nouvelle extension de 2024. Je l'ai pas essayé encore, mais je vais essayer de me trouver du temps parce que il y a un paquet de trucs du qui... quoi? Ouais, OK, je vais arrêter de me mentir. Tu veux-tu une thérapie pour ça? Ou... Je vais essayer de me mentir. Je vais arrêter de me mentir, j'en ai pas. En tout cas, c'est pathétique, mon affaire. Puis quand je me trouve un peu de temps, je le remplis. En tout cas, OK, mettons un moment donné. Je sais pas, au moins, tu sais... À un moment donné. Un miracle comme ça. Là. C'est ça, j'essaierai de me trouver un peu de temps. Gold Road, j'aimerais ça prendre du temps pour m'installer là, puis gamer, puis faire rien que ça. Belle naïveté. Ensuite de ça, vite fait comme ça, j'ai commencé une game de Warhammer 30 000 avec des chums. J'ai tellement hâte de voir où est-ce qu'on s'en va. Ben, je sais où est-ce qu'on s'en va avec ça parce que c'est moi qui vais être le maître de jeu. Je vais être le storyteller plutôt. Mais teinté de maître de jeu parce qu'il faut que je m'en aille d'une certaine place. Puis j'ai hâte de voir ce qu'eux autres vont aller. Mais avec le savoir que j'ai, avec les romans que j'ai lus, j'ai hâte de les envoyer là-dedans. Je sais que ça va brasser. Puis
j'ai décidé de faire pas juste des Space Marines. J'ai mixé les romans dans le fond, pas les romans, mais j'ai les livres de jeu de Death Watch où tu peux faire des Space Marines. Et j'ai pris, c'est pas Dark Heresy, mais en tout cas, le jeu où tu peux faire des inquisiteurs et j'ai laissé des joueurs faire pas des inquisiteurs en tant que tel, mais s'ils vont s'en venir à. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'en tirer. Je suis pas mal avancé là-dedans dans mes affaires. Mm-hmm. Puis, là, mon énorme ça m'allume dans ce temps-ci. Je veux dire, je suis dans le dessin, je suis dans un déni total de la réalité. Là. Quand que je tombe là-dedans, là, j'ouvre ma tablette. Ça a tellement été l'achat de l'année pour moi. Je me souviens pas quand je l'ai acheté, mais il me semble que c'était cette année. Que j'ai décidé de m'acheter une tablette qui allait vraiment rider comme du monde un bon procédé de dessin. Mm-hmm. Puis là, je fais juste penser à aller me ramasser un autre kit là, pour alimenter mon programme de dessin encore plus. Là. Je trippe, je passe des soirées assis sur mon perron à dessiner. Genre hier soir, je suis rentré parce qu'il faisait noir et que les maringouins étaient en train de me manger. Mais tu sais, c'est ça, j'adore ça. Puis quand je le retransfère en tatouage, je tombe dans ma bulle. Puis là, ben en plus, jeudi, j'ai vu, quand on est allé transférer notre bière, j'ai vu une de mes clientes, une de mes patientes. J'ai vu une de mes clientes que son tatouage, elle avait enlevé la pellicule dessus, puis tout ça, puis je l'ai vu, son tatouage, il est super beau. Celui avec le trèfle, là, Mm-hmm. il est super beau. Fait que, non, je suis vraiment content, puis j'avais peur un peu comment est-ce que, pour vrai, j'étais vraiment sénère à mon premier, puis quand j'ai tombé là-dedans, j'ai tombé dans le même vibe, dans la même bulle que quand que je peinture avec des pinceaux sur des figurines. Fait que là, j'ai fait bon, ok, j'étais à ma place. Marc, il me l'a marqué là, sur notre post à tous les 4. Là. Il a dit, ben garde, c'est parce que t'es à ta place. Mm-hmm. Fait que merci Marc pour le commentaire. Et effectivement, je me trouve à ma place comme ça. Fait que c'est ça. Prochain podcast, on n'a aucune espèce d'idée de quoi on va parler, mais comme l'été vient de commencer, on se doute qu'on va faire des histoires autour du feu. Ça s'en vient, 100%. Si c'est pas le prochain, ça s'en vient. Ben, il reste à se trouver des histoires à compter. Ben, peut-être une thématique. Sans être des histoires, peut-être une thématique. Peut-être. Mais mon faux feu est prêt pour la vidéo. Faux feu, oui. Mon faux feu est prêt. Good. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur les différentes plateformes de streaming, sur notre site Internet. On va se retrouver à l'épisode 182.